Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur? Ça ne salope pas. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir, c'est du vendre. Les Français sont désormais plus pauvres que les Européens. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. J'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Pognon, 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 pognon. Je n'entends parler que de ça tous les jours. Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. 2500 pièces d'or? Mais vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? Nous en avons les moyens. Toujours de l'argent. Il semble qu'il n'y a autre chose à dire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio pour cette France dans tous ses états en ce mercredi 4 février 2026. Je vois que Maud a l'œil vif aujourd'hui, il doit y avoir des informations parce que d'habitude j'ai l'œil vide. Non, mais vous avez l'air, comment vous dire, accaparé. Oui, absolument, oui, je le suis. Et c'est vrai qu'elle ne manquera pas de piquant aujourd'hui. Julien Delmas est là sur son timon électronique pour faire en sorte que vous nous receviez 6 sur 5 et non pas 5 sur 5. Et puis Emmanuel Galasso qui est l'oreille et l'ambassadeur de l'émission auprès de nos auditeurs recevra vos questions si vous l'appelez au 0826 300 300. Il vous accueillera, transmettra et vous pourrez intervenir directement à l'antenne parce qu'en général vos avis sont pertinents, quelquefois dérangeants, mais il est très important que vous participiez à cette émission vu ce que nous allons vous raconter. Nous commençons par se voir l'excellent Marc Toiti. Il est rare et cher, hein. Quand on l'a, on essaie de le garder. On va revenir avec lui, c'est pas une info nouvelle, mais j'ai besoin de son décryptage. Voilà, le niveau de richesse des Français est descendu au-dessous de la moyenne européenne. La France, c'est Louis XIV et Napoléon savaient ça, mais ils se retourneraient dans leur tombe, ils font ventilateur. Et je sais que Marc Toiti va nous donner les raisons exactes, peut-être douloureuses, peut-être inquiétantes, de cette situation qui est une photographie, une vraie photographie de la situation économique. Et il va nous révéler des choses qui sont pas forcément rassurantes. Ensuite, on va parler, alors je vais recevoir le propriétaire d'un grand cru bordelais, Château du Cru Boucaillou, Bruno Bory, qui va nous dire que même lui, dans cette aristocratie viticole, est touché par la mondialisation, les effets du Covid, les facéties américaines, les taxes. Même quand on est un grand, on n'est pas à l'abri des tourments de l'époque. Yvan Rioufol, qui est en colère depuis longtemps, va nous mettre les noms et les mots de cette révolte, la révolte des oubliés. On se souvient quand Louis XVI apprend la prise de la Bastille, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt lui dit « Si, on a pris la Bastille, c'est une révolte ». Et le duc lui dit « Non, sire, c'est une révolution ». Est-ce qu'on est en train d'assister à une révolution populaire qui est en train de poindre? Maud Koffler, vous reviendrez sur la tragédie de cette enseignante poignardée par un collégien de 14 ans. Le Sénat propose de dire sur la loi anti-squat, là ça serait 72 heures et on dégage. On sait que jusqu'on est à des extrêmes dans lesquels on est arrivé où des gens ne peuvent pas rentrer chez eux. Elon Musk est convoqué par la justice française, il n'est pas du tout content. Michel-Édouard Leclerc se dit mais pourquoi est-ce que finalement, vu la réussite économique qui est la mienne, je ne serai pas le sauveur de l'économie française et prétendrai à l'Élysée. Enfin, valse hésitation parce qu'un coup il dit oui, un coup il dit non. Le sénateur Laurent Duplon dit faut remettre les pesticides interdits finalement, faut remettre un peu de poison dans l'agriculture pour sauver certaines filières. C'est un vrai débat, on va essayer d'en savoir un peu plus. Carole Serebif, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, va imposer des amendes à la SNCF quand il y aura trop de retard. Il n'y a pas de raison que les usagers ne soient pas dédommagés. Voilà. Et puis vous, Maud, vous nous parlerez, pour rassurer un petit peu, Tinder, l'assurance bien-être. Lorsque vous avez une rupture sentimentale, vous pouvez appeler, on vous console. Je pense qu'on va tous appeler à la fin de l'émission. Je sais pas, vous êtes inscrit sur Tinder, vous? Non, mais vous me faites du chagrin quelquefois, c'est pour ça. Enfin, voilà le menu. Voilà le menu ce jour. Vous nous appelez. Je vous autorise même, parce que Marc Toiti est là. Si vous faites une question courte, vous pouvez même nous appeler au 0826 300 300 et Marc Toiti répondra à votre interrogation. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Au départ, j'avais prévu de consacrer mon humeur à une autre tragédie. Ce sont ces terroristes islamistes de Daesh qui sont libérés parce que la Syrie attaque le Kurdistan. On les a laissés s'échapper. Puis j'ai changé mon fusil d'épaule et voilà, je reviens sur l'affaire Epstein parce que au début on s'est dit bon, est-ce que c'est un fait divers, est-ce que c'est un ragot? Ça prend des proportions de scandale
peut-être pas encore d'État, de scandale international. Tout le monde est touché, la famille royale d'Angleterre. Voilà. Et on s'étonne au vu. Alors bon, on a vu l'interview de Jack Lang, dont la fille Caroline a pris parti dans un montage financier. Lui déclare qu'il n'était pas au courant qu'il était dans le montage financier. Admettons. Ce que révèle cette affaire Epstein d'une façon générale et qui est inquiétante, on va me dire ça a toujours existé. C'est la porosité de nos élites, la promiscuité avec laquelle ils peuvent aller. Alors, il y a toujours eu des personnages troubles dans l'histoire de France et même récemment dans les cabinets et dans les couloirs d'Élysée, on voyait des gens, des hommes d'affaires plus ou moins douteux. Mais là, on a quelqu'un c'est un génie, cet Epstein. Il arrivait à savoir le centre d'intérêt de chaque individu. Il allait parler à des personnes qu'il ne connaissait pas. Je prends l'exemple de Cédric Villani, qui est un mathématicien qui a fait la politique avec Macron, mais qui est vraiment quelqu'un de génial. Et Epstein, ce que l'on sait des textes, Epstein le contacte et lui dit: je connais un mathématicien formidable dont il sait que Cédric Villani voudrait le rencontrer. Il lui dit: je peux vous organiser la rencontre. Villani tombe des nues en disant: mais comment sait-il? Et voilà, Epstein avait son carnet d'adresses, des réseaux, des informations sur chacun, comme si l'intelligence artificielle le guidait et qu'il pouvait frapper à toutes les portes avec des gens qui lui ouvraient. Et même dans les textes qui sont sortis, les files, tout ça est à vérifier évidemment avec extrême prudence. Il dit: le président de la République française m'appelle pour un oui, pour un non, pour avoir un avis, je suis en contact avec lui. Bon, on va savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Alors, ne tombons pas non plus dans j'allais dire, l'obsession, le complot, le complot. Peut-être qu'il y a des connivences et des alliances illicites, mais les faits, tenons-en aux faits, le réel. Le réel, aujourd'hui, c'est qu'un mec comme Epstein, avec, j'allais dire, les facéties de sa vie privée, les activités sentimentales et sensuelles, je suis prudent et pudique sur mes mots, qu'il organisait, avait la possibilité d'accéder à toutes les élites de tous les pays politiques, économiques, culturels, universitaires, qui s'en sont pas prévus, et que visiblement, tout le monde a répondu. Tout le monde ne s'est pas forcément compromis, tout le monde n'est pas tombé dans le panneau, mais il avait accès. On aimerait bien un petit peu plus de transparence, et surtout on aimerait que nos élites, qui sont très informées, on sait qu'il y a des réseaux sociaux, qu'il y a l'intelligence artificielle, qu'on est sur écoute, qu'aujourd'hui il y a des forbans qui profitent de cette facilité de communiquer, de manipuler les informations pour contacter. On aimerait bien de leur part un peu plus de prudence, un peu plus de méfiance, un peu plus de vigilance, peut-être un peu plus de pudeur, et quand ils ont un doute, mais qui consultent autour d'eux, parce que cette image-là, une de plus, la conséquence, ça peut être quoi? Un peu plus d'abstention, c'est-à-dire que les gens vont se dire: tous pourris, tous compromis, nous ne croyons plus dans la classe politique, nous ne croyons plus dans nos élites, nous ne croyons plus dans les institutions, ni dans l'éducation nationale, ni dans l'autorité, ni dans la presse, ni dans les médias. Voilà, donc voilà, rendons confiance à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Voilà, disons toujours la vérité, et c'est pour ça que sur Sud Radio, notre thème conducteur, c'est le parlons vrai, ce que je vais faire dans quelques secondes avec l'excellent Marc Toiti. La France est-elle en train de devenir un pays du tiers-monde? On va tenter de se rassurer ou pas avec l'économiste Marc Toiti dans un tout petit instant. Et vous nous appelez en direct au 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. La semaine dernière, nous apprenions qu'en moyenne, un Français était aujourd'hui moins riche qu'un Européen. L'Agence européenne des statistiques Eurostat le prouve. En 2024, le produit intérieur brut par habitant de la France était inférieur de 2% à la moyenne des 27 pays de l'Union européenne. Et ça fait 3 ans que ça dure. Qu'est-ce qui explique ce déclassement? Et peut-on encore en sortir? On en parle avec l'économiste Marc Toiti. Bonjour. Bonjour Maud. Bonjour Marc Toiti, merci d'être dans ce studio avec nous, de nous apporter votre connaissance et votre science. Je vais vous dire, les économistes, vous êtes venus comme les gens de la météo, aussi importants. Vous allez donner le temps. Vous annoncez pas toujours le beau temps. Non, mais de tous les témoignages que l'on a, il y a les politiciens, l'économiste est devenu aujourd'hui celui qui va nous dire à quelle sauce on va être mangé. Et là, justement, on aborde ce sujet dont on débat dans le pays et sur les médias et dans la classe politique, ce classement, enfin c'est un classement du revenu des Français. On est descendu au-dessous de la moyenne européenne.
on discutait hors antenne tout à l'heure, on était dans la 10e position, mais on avait 13%, on est 13% au-dessus. Tout à fait. Là, on est au-dessous. Marc Toiti, c'est un vrai signal, j'allais dire, d'inquiétude et négatif, ça. C'est surtout un vrai signal de déclassement et d'appauvrissement de la France. Parfois, on me dit, voyez, regardez, la France, tout va bien, finalement, vous voyez, on s'en sort encore. C'est vrai. Et, oui, ça tient, mais sur un fil. Et donc, c'est ça qui est dramatique, c'est que, je l'évoquais tout à l'heure, on avait une dynamique dans les années encore 2005, notre niveau de vie par habitant, donc la richesse par habitant, était 13% au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, et là, on est 2% en deçà. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait 3 ans que ça dure. Et en 3 ans, personne n'en a parlé. On découvre ça comme un pot de rose. Moi, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube ailleurs, ici également. Vous le saviez. Bien sûr. Nos gouvernants le savaient, voilà, bien sûr. Tout le monde le savait, mais globalement, c'est ça le problème. On est dans le déni de réalité permanent. Et après, quand on découvre la réalité, ben voilà, regardez, encore la semaine dernière, les chiffres de croissance sont sortis en France. Oh, voilà, on dit, regardez, on a fait 0,9%. Comme si c'était un miracle, comme si c'était magique, comme si c'était une performance formidable. Attendez, 0,9% avec un déficit public de 5,4% de notre PIB, mais c'est dramatique. Et encore, si vous enlevez les stocks, on est à seulement 0,2% de croissance l'année dernière. Et on ose présenter ça comme une performance magnifique. Donc c'est ça qui est dramatique, c'est que nous avons évidemment ce déni de réalité qui fait très mal. Et donc oui, aujourd'hui, par rapport à la moyenne, je dirais, de l'Union européenne, les Français s'appauvrissent. Et c'est ça qui nous coûte très cher, parce que dans le même temps, il faut le savoir, quel est le pays qui a le plus augmenté sa dette publique ? C'est la France. Donc c'est ça qui marche pas. Ensemble. Bien sûr, mais c'est ça qui est dramatique, c'est que l'une des raisons de cela, c'est que la France, malheureusement, ne sait plus créer de la richesse. C'est-à-dire que on crée de la richesse de façon artificielle, au travers du déficit, au travers de la dette, mais ça ne fonctionne plus. Donc vous me dites bien clairement que cette fois-ci, parce que des statistiques, des chiffres, on en a très souvent. Bien sûr. Là, vous me dites, là, c'est le vrai thermomètre, et la température qu'il nous indique, qu'il nous donne, elle est réelle, et elle est pas bonne. Hein. On est à 39, on est à 40, on est à 42 fièvres. Il y a d'autres chiffres. Par exemple, la pauvreté. Le taux de pauvreté est en train d'augmenter en France. On est à plus de 15%. Ça va ensemble. C'est la corrélation de ce chiffre. Surtout, c'est que on a aujourd'hui une situation où nous sommes sur un sommet historique de taux de pauvreté en France. Les inégalités augmentent. Donc, on comprend pas. On augmente de plus en plus la dépense publique. On augmente de plus en plus la dette publique. Mais ça ne marche pas. Et pourtant, regardez nos dirigeants. Regardez le dernier budget que nous avons eu. C'est quand même dramatique. Et c'est aussi encore le déni de réalité. On nous dit, le gouvernement nous dit, non, les impôts n'augmentent pas, les dépenses publiques n'augmentent pas. Et puis là, on vient d'avoir les chiffres définitifs. Si, les dépenses publiques augmentent de l'ordre de 40 milliards d'euros et les impôts augmentent également de l'ordre de 40 milliards d'euros. Pourquoi mentir aux Français ? Alors, vous me relancez avec le mot mentir. Marc Toiti, j'ai besoin que vous me disiez, au nom du Parlons Vrai, en 2017, quand le Mozart de l'économie a pris le pouvoir en France, parce qu'il a été élu tout à fait démocratiquement, on s'est dit, bon, il fera peut-être pas que des choses géniales, mais sur le plan de l'économie, ça va être formidable. Vous vous souvenez de Raymond Barre, quand il était le meilleur économiste de France. C'était pas son cas. Faut jamais dire. Non, laissez-moi poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les failles graves? Où est-ce que la machine s'est enrayée pour que nous soyons arrivés au point que le revenu des Français est au-dessus? Dites-moi vraiment les points faibles sur lesquels c'est quoi? C'est les charges, c'est le poids du modèle social, c'est l'insouciance gouvernementale, c'est la globalisation mal faite, c'est une Europe qui n'a pas été au rendez-vous de l'économie française. Non, je vais vous dire très simplement, c'était une arnaque. Quand on a présenté Monsieur Macron comme le Mozart de la finance, il va moderniser l'économie française, c'était une arnaque. C'est-à-dire que on lui dit, oui, il est ultralibéral, mais pas du tout. Un ultralibéral, il aurait baissé les impôts, il aurait baissé les dépenses publiques. Or là, on voit que les impôts augmentent, les dépenses publiques augmentent, la dette publique augmente. Mais rendez-vous compte que depuis 2017, justement, la dette publique a augmenté de plus de 1300 milliards d'euros. Alors que sur la même période, le PIB français, il a augmenté de l'ordre de 700 milliards. Donc il y a à peu près 600 milliards d'euros qui ont disparu. Comment un président de la République seul peut arriver à ça? Ça veut dire que toute la machine suit quand il prend de mauvaises décisions, mais non, mais il n'a pas pris de bonnes décisions. Non, mais et le gouvernement non plus, les ministres évidemment, mais sous ses ordres. Je vais vous raconter une anecdote. C'est fait qu'effectivement, moi j'avais demandé justement, notamment à Bruno Le Maire à l'époque, il faut baisser la dépense publique. Et Bruno Le Maire m'a dit lui-même, dans son bureau, ah non, Emmanuel ne veut pas. En 2017. Emmanuel ne veut pas. Voilà, vous comprenez? Donc, c'était une volonté politique de ne pas baisser la dépense publique. Il y a prescription, je peux le dire maintenant. Oui, bien sûr. Donc, et c'est effectivement ce qui s'est passé. On n'a pas baissé la dépense publique, on est même dans la fuite en avant. C'est ça qui est dramatique, c'est que si vous augmentez votre dette publique,
Alors, et que dans le même temps, la richesse qu'on crée augmente plus que votre dette publique. À ce moment-là, vous dites, bon, bah, c'est pas grave, au diable l'avarice, on peut continuer comme ça. Attendez. Or, nous, le problème, c'est quoi? C'est qu'on augmente de plus en plus notre dette pour de moins en moins de création de richesse. D'où le classement, l'appauvrissement de la France aujourd'hui. Marc Toiti, on va mettre les pieds dans le plat, vous et moi, sur un thème tabou. Est-ce que le quoi qu'il en coûte, dont on a dit que c'était courageux et génial, et finalement quelque chose qui aurait dû être pensé différemment? C'était une erreur dramatique, si vous voulez. On a dépensé n'importe comment. On a fait n'importe comment avec l'argent des Français. Je raconte une autre anecdote qui m'est arrivée. C'est vrai que j'ai 30 ans de carrière, donc j'en ai des anecdotes, mais allez-y, pareil, on adore en vos 2021, anecdotes. à Bercy, donc dans le bureau de Bruno Le Maire, avec plein d'autres économistes, justement, des économistes de salon, des hauts fonctionnaires, des conseillers de Bruno Le Maire, etc. Donc c'est vrai qu'en mars 2020, certains nous disaient que c'était la fin du monde. Donc on a dit, allez, quoi qu'il en coûte, on dépense, puis comme c'est la fin du monde, on payera pas. Sauf que heureusement, c'était pas la fin du monde. Et donc moi, j'arrive en 2021, donc je fais mon métier d'économiste. Je dis, écoutez, il faut peut-être maintenant arrêter d'augmenter la dette publique. Et que me répond-on à ce moment-là devant Bruno Le Maire et tout le monde? On me dit, mais pas du tout, on s'en fiche complètement. La dette publique, on va la faire rouler. De toute façon, c'est la Banque centrale européenne qui finance au travers de la planche à billets. Et alors encore plus grave, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Voilà la phrase qu'on m'a sortie. Donc, c'est-à-dire que le principe de la dette, c'est la poule aux œufs d'or. C'est la gauche, c'est Mitterrand qui ouvre le bal, hein, vous êtes d'accord? On va aller chercher à l'extérieur les richesses que nous n'avons pas en France pour payer le modèle social. On peut dire qu'au début, ce n'est pas que ça, parce que, encore une fois, si vous vous endettez, et que, dans le même temps, eh bien, vous avez plus de création de richesse que l'augmentation de votre dette, vous vous dites, il n'y a pas de problème, ça marche. J'ai les chiffres incroyables, parce que ça, les Français ne le savent pas. Depuis 2007, parce que ça a commencé quand même en 2007, il faut le dire, ça a commencé avec Mitterrand, bien sûr, mais après, et ça s'est Sarkozy, aggravé lui aussi, avec le qui temps. est un Bien sûr, qui est un bon écoutez gestionnaire. bien ce chiffre incroyable. Donc, de 2007 à aujourd'hui, la dette publique française a augmenté de 180%. La dette française, 180% de hausse de la dette. Sur la même période, de combien a augmenté le PIB, ça veut dire la richesse qu'on crée, a augmenté de l'inflation. Donc l'inflation aurait pu booster le chiffre. Écoutez bien, ce sont les chiffres de l'INSEE, je n'invente rien. Elle a augmenté de 58,4%. Vous vous rendez compte? J'ai 180% de hausse de ma dette, mais ma richesse n'augmente que de 58%. C'est ça qui colle pas. Vous voyez, c'est ça donc quand François Fillon dit fou. je gouverne un pays en faillite comme une société, si c'était une société, elle déposerait le bilan. Évidemment. Alors c'est vrai que l'État n'est pas une société. Heureusement, sinon on serait en faillite depuis bien longtemps. Mais le problème, c'est que ça, c'était Fillon en 2007. Oui. On est en 2026. Ça continue. Alors, on me dit, oui, mais tout le monde a fait pareil. C'est complètement faux. Regarde bien. Le même chiffre en Allemagne, par exemple. Eh bien, en Allemagne, sur la même période depuis 2007, la dette publique a augmenté de 72%. Donc, vous voyez, quand même, plus de 100 points de moins que nous. Alors que le PIB a augmenté de 80%. Donc là, ça marche. Si moi, ma richesse que je crée, pourtant, c'est l'Allemagne qui a souffert, qui a une baisse de la population, etc., qui a la réunification à digérer, etc. Bref. Donc, si l'Allemagne a pu le faire, elle a augmenté sa richesse plus que sa dette. Donc c'est possible. Marc Toiti, l'euro n'y arrive pas. L'euro devait nous protéger de ça. On nous a dit que l'euro allait nous protéger. Mais non, c'est pire. L'euro, ça a été au contraire, c'était un piège. Parce que dans la mesure où c'était ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral, on s'est dit, comme j'ai la protection de l'euro, je fais ce que je veux. C'est la blague de Coluche, hein. Tant que je gagne, je joue. Donc, tant qu'on n'avait pas de sanctions, parce que justement, comme on avait l'Allemagne, la zone euro, la Banque centrale européenne, c'est terrible ce que vous me dites là. C'est terrible. Donc, l'euro nous a protégés. Donc, au lieu de faire encore une fois, une bonne politique, on a fait n'importe quoi. Savez-vous à quand remonte la dernière fois que la France a respecté le critère justement de la zone euro de dette publique par rapport au PIB? Normalement, on doit avoir moins de 60% de dette publique par rapport au PIB. C'est quand la dernière fois que la France a respecté ce chiffre? Alors, Premier trimestre 2002. Vous vous rendez compte? 24 ans. Il y a 24 ans. C'est un truc de fou. Depuis, on a complètement dérapé. Alors, on a essayé, on était à 65%, des bons, ça va. Et là, ça dérape complètement. On est maintenant à quasiment 118% du PIB et on sera bientôt à 130% d'ici 2-3 ans. Et encore une fois, quand on voit ce budget là qui a été présenté, ça va aggraver la situation. Et moi, ce qui me rend fou, si vous voulez, c'est le manque de discernement des dirigeants. Parce que quand j'entends quand même, c'est incroyable, le Premier ministre ou certains ministres dire « Ah non, mais ne vous inquiétez pas, dans le budget 2026, il n'y a que les 300 grandes entreprises qui sont concernées, donc tout le reste de la France n'est pas concerné. » Mais comment peut-on dire une telle ineptie? Alors, Marc Toiti, est-ce que l'explication, c'est pas tout simplement que le Parti Socialiste a voulu préserver ses sièges de députés et que le gouvernement et le Premier ministre ont voulu préserver leur poste de ministre? Mais exactement. Mais donc c'est pas que le PS, c'est tout le monde. Tout le monde a voulu, pendant que les Français sont en train de souffrir, pendant qu'on a des faillites d'entreprises qui atteignent des sommets historiques, pendant que le chômage augmente, à quoi pensent nos dirigeants? À garder leur poste? Oui, ça évidemment, mais encore une fois, le drame, c'est
que c'est ça, moi, qui m'inquiète, ce manque de discernement. Quand vous avez quand vous taxez les 300 grandes entreprises françaises, qui sont normalement des fleurons de la France, regardez-vous bien, c'est 8,1 millions de salariés qui sont donc concernés, qui vont donc souffrir à cause de cela. Vous avez également tous les sous-traitants qui sont autour, alors qu'on a déjà des faillites d'entreprises qui atteignent des sommets historiques. Vous savez, parce que tout à l'heure, vous me disiez, oui, monsieur Macron, c'est le président de l'offre et que c'est de la politique de l'offre. Oui. Vous savez, depuis 2017, quand vous prenez les faillites d'entreprises, alors hors micro-entreprises, parce que souvent on me dit, oui, mais il y a eu beaucoup de créations d'entreprises, il y a eu 1 million de créations d'entreprises. N'oublions pas que 97% des créations d'entreprises, elles ont soit 0, soit 1 salarié. Donc ce ne sont pas des vraies entreprises. Si on prend effectivement donc les défaillances d'entreprises hors micro-entreprises, eh bien tenez-vous bien, depuis 2017, elles ont augmenté de 100%, ces faillites d'entreprises. 100%. Marc Toiti. Donc on ne me dise pas qu'on a fait une politique de l'offre, c'est complètement faux. On est arrivé au terme de notre entretien. Est-ce que vous acceptez de revenir pendant 1 heure pour au contraire m'expliquer, est-ce qu'il reste encore des moyens de s'en sortir? Bien sûr, c'est ce que j'appelle la thérapie de choc bienveillante. Je n'arrête pas de le lire. Je propose des moyens, justement sur ma chaîne YouTube et ailleurs, et partout ici même, et dans d'autres médias. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas voir cette réalité en face. Oui, il faut baisser les impôts, il faut baisser les dépenses publiques de fonctionnement, on peut relancer l'économie française. On vous rappelle, Marc Toiti, et vous revenez pendant 1 heure expliquer aux auditeurs de Sud Radio que la situation est grave, mais pas désespérée. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir été là. Comment se porte le vignoble français? On en parle dans un instant avec Bruno Bory, patron d'un grand vignoble bordelais d'ailleurs, Perico, d'un grand cru, absolument. Juste après les perles qui viennent, n'hésitez pas à nous appeler en direct, 0826 300 300, à tout de suite. Alors Maud, une nouvelle tragédie. Vous savez que je suis de Saint-Jean-de-Luz et j'ai fait mes études dans le lycée où la précédente enseignante a été poignardée à mort. Là, il semblerait que ce n'est pas tout à fait le même cas de figure, mais enfin voilà, une enseignante est gravement poignardée par un collégien. Hier, une professeure d'art plastique a été poignardée donc à plusieurs reprises par l'un de ses élèves au collège en plein cours à Sanary-sur-Mer. La victime a été transportée à l'hôpital militaire avec un pronostic vital engagé. Il l'est toujours. Et l'assaillant de 14 ans a été interpellé dans la cour de récréation. Il a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Selon les premiers témoignages, rien ne laissait présager un tel acte, comme d'habitude. Certains élèves ont toutefois rapporté que l'élève aurait déclaré dans la matinée qu'il allait faire quelque chose de mal. Mais à 14 ans, on pense davantage à une bêtise anodine qu'à planter sa prof d'art plastique. On en saura sans doute plus dans la journée sur le profil de ce garçon dont on connaît seulement la situation familiale compliquée avec des parents apparemment violents. Tout cela rappelle forcément l'assassinat d'Agnès Lassalle, professeure d'espagnol poignardée en plein cours en février 2023 à Saint-Jean-de-Luz. Et comment ne pas penser à Samuel Paty, dont le procès en appel se tient en ce moment à Paris. Il faut arrêter de dire que la République est attaquée dans sa chair. Ce sont les professeurs, les policiers, ce sont des hommes et des femmes, des Français qui sont plantés, égorgés et décapités comme des chiens, on peut le dire. Leur sang n'est pas celui de la République, mais celui de ceux que la République, précisément, ne protège plus. La tragédie de Saint-Jean-de-Luz avec la mort d'Agnès Lassalle, le gamin, je vais m'exprimer comme ça, on pouvait pas trop prévoir. Non plus. Là, je pense qu'on avait des signaux d'alarme qui auraient peut-être permis. Pour l'instant, il y a peu d'éléments en fait qui permettent vraiment de savoir. Dire je vais faire quelque chose de mal. Il y en a plus qu'à Saint-Jean-de-Luz. Cet enfant avait besoin d'être suivi plus intensément. Et voilà, il arrivait d'un contexte difficile. Enfin, en tout cas. Alors, vous imaginez si tous les gosses qui sont dans les contextes familiaux difficiles plantent leurs profs. Enfin, c'est pas. Espérons qu'à partir de maintenant, avec ces différents éléments, espérons qu'il y aura autant que faire se peut. Je sais bien que ce n'est pas. C'est seulement. Voilà, qu'il y aura une vigilance et une surveillance plus poussé que ce qu'il en est. Offer me money, offer me power, I don't care. Les locaux français de la plateforme X ont été perquisitionnés hier et Elon Musk, qu'on vient d'entendre, a vivement réagi. Oui, on a quelques soucis avec les plateformes. Alors Telegram, c'est du côté de la Russie, puis on se rend compte que finalement, il y a encore plus problématique, c'est X, donc perquisition dans cette plateforme française. On voit bien que ça échappe quand même, ces GAFAM et ces réseaux sociaux échappent aux autorités. Et là, c'est Monsieur Musk qui, alors, le juge a quand même eu l'audace de dire, je le convoque, je le cite à comparaître, pour qu'il s'explique. Évidemment, Elon Musk s'est emparé de son téléphone et de ses médias pour dire non mais de quoi il s'agit, les nains français veulent me parler. Évidemment, il ne répondra pas à l'injonction. Ça nous dit simplement que ces gens-là sont tout puissants, qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils sont chez nous, qu'ils organisent une partie de la société, la modifient et la perturbent. Voilà, c'est tout simplement. On n'enverra pas un avion avec un porte-avions comme a fait Monsieur Trump pour aller chercher le président vénézuélien. On n'ira pas requérir par la force. Vous
on a envoyé les gendarmes pour quand on veut pas comparaître. On n'enverra pas chercher monsieur. De même que Thierry Breton, on en parlait hier avec Fabrice Appelboin, ne s'était pas présenté à la convocation aux États-Unis. Non, mais attendez. Et maintenant est interdit de territoire. Thierry Breton n'avait rien fait d'illicite. Il avait défendu les intérêts de l'Europe et de son pays en fonction de la réglementation et des lois européennes. Alors que là, monsieur Musk, il faut qu'il réponde sur des petites dérives qu'il y a dans son organisme. Donc voilà, juste dire que ça incitera peut-être nos dirigeants, nos gouvernants, les responsables de ce continent à prendre des mesures qui puissent garantir la souveraineté et la sécurité de nos populations et de notre société face à, j'allais dire, les ogres du GAFAM et des réseaux sociaux. Ni acheter, ni louer. Et pourtant, je suis ici chez moi. C'est presque passé sous les radars. Le 20 janvier, le Sénat a adopté un texte qui durcit enfin la loi anti-squat. Il était temps, alors ce n'est que le Sénat, hein. Oui. Il était temps, parce qu'on a quand même eu le témoignage d'aberrations de gens qui pouvaient pas rentrer chez eux pendant des années. Des personnes âgées qui étaient parties en vacances, qui retrouvent leur maison squattée. On vous dit, ah non, il y a une période, on peut pas le faire. Ne faites surtout rien vous-même. Sinon, c'est vous qui êtes condamné. Ah, mais il y en a qui l'ont fait. Ah ouais. Et c'est eux qui se sont retrouvés en tôle. Donc voilà, ça ne pouvait pas durer. Alors il y a déjà eu des mesures qui ont été prises par le précédent gouvernement. Je crois que c'était sous le gouvernement de Michel Barnier, où il y avait eu des dispositions, peut-être celui de François Bayrou, des premières dispositions pour que les squatteurs soient évacués et que les propriétaires peuvent retrouver leurs droits. Et là, le Sénat, c'est les sages. C'est la Chambre haute, propose que désormais le délai soit de 72 heures. En 72 heures, on peut dégager les gens qui occupent illégalement un local qui ne leur appartient pas. Espérons que les députés, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, espérons que les députés suivront la sagesse et le courage des sénateurs et que malgré qu'il y ait quelques hurluberlus à l'Assemblée nationale qui vont toujours dire faut protéger, les squatteurs sont les victimes des propriétaires, voilà, de la richesse, du capitalisme, ce sont les victimes. Je vois pas du tout de qui vous voulez parler. Bien sûr. Espérons que les députés qui sont majoritairement raisonnables suivront les recommandations de la Chambre haute et confirmeront que quand vous rentrez chez quelqu'un et que vous occupez une maison qui n'est pas à vous, en 72 heures, on peut vous sortir à coups de pied dans les fesses. Et toujours au Sénat, Laurent Duplon, sénateur LR, dépose un nouveau texte pour réintroduire des pesticides interdits. Ah, il est formidable ce sénateur Laurent Duplon, il a fait une loi qui a été adoptée. En fait, Laurent Duplon permet au Parti républicain de se venger de tous les progrès que l'on a fait pour protéger l'environnement. Attention, je fais bien la distinction entre l'écologie idéologue qui ne tient pas compte des réalités. N'oublions pas que les agriculteurs ont besoin de vivre. Il y a une concurrence épouvantable avec des produits agricoles qui peuvent utiliser des produits interdits en France et en Europe qui, quand ils arrivent sur le marché, ils sont moins chers et ils sont concurrentiels. On a les néonicotinoïdes, on a des problèmes avec la mouche, avec les cerises, on a les betteraves. Je sais qu'il faut protéger l'agriculture française dans la mesure où elle est victime de concurrence déloyale par rapport à ceux qui n'ont pas autant de réglementation. Pour autant, il faut quand même préserver l'environnement, faut préserver la santé des agriculteurs. Il y a eu trop de paysans et de paysannes qui sont morts de cancer, de maladies parce qu'ils utilisaient des produits phytosanitaires. Là, le nom officiel des produits que M. Duplon veut rétablir, ce sont les produits phytopharmaceutiques de protection des plantes. Hein, et on a envie de s'en faire une infusion. On se dit, mais ça doit être très bon en tisane. Non, voilà. Donc, Monsieur Duplon veuille servir les intérêts de la FNSEA, qu'il roule pour le rétablissement d'une agriculture industrielle qui a ravagé nos campagnes et ruiné aussi nos paysans parce qu'il roule pour les gros. Peut-être, mais enfin, j'espère que les parlementaires, que les gouvernants et surtout que nous serons très vigilants. Oui à l'efficacité, à l'intelligence, non à l'écologie punitive et idéologique, mais préservons l'environnement, préservons la santé des agriculteurs et des consommateurs. C'est le plus important, même si on est très attaché à l'essor de notre agriculture. Et face au retard chronique ou au train supprimé, la région Occitanie a décidé de taper dans le portefeuille de la SNCF. Je vous disais tout à l'heure, Carole se rebiffe. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, qui regroupe, vous vous souvenez, l'ancienne région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon, donc l'axe Toulouse-Montpellier. Et là, elle se rebiffe parce que les transports régionaux sont effectivement sous responsabilité des conseils régionaux. Et bien là, c'est son bon droit, c'est elle qui paye. Et bien, elle dit à la SNCF, quand les retards sont cumulés, alors des retards
d'être un supprimé, eh bien, elle va imposer une amende à la SNCF qui permettra de rembourser, de rétribuer les gens qui ont un abonnement et dont l'abonnement n'est pas respecté par un horaire qui n'est pas respecté par des trains qui n'arrivent pas à quai. Eh bien, les usagers pourront retrouver un petit peu de l'argent qu'ils ont perdu par la négligence ou l'incompétence de la SNCF. On pourrait faire des émissions à la longue pour les inventorier. J'ai le plus grand respect pour la SNCF, mais là, à un moment donné, ça fait un peu trop loin. Des gens qui font le concours de quéquette pour être premier au présidentiel. Si vous n'arrivez toujours pas à vous décider pour la présidentielle, rassurez-vous, tous les candidats ne se sont pas déclarés. Et ce qui ressemble déjà à une sorte de supermarché des idées pourrait trouver son candidat idéal. On sent que ça le tente, que ça le chatouille. Alors à un moment, il dit mais non, oui, enfin je vais revenir. Et puis c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui lui disent le système Leclerc est tellement formidable, c'est tellement exceptionnel, les conditions sociales des employés, Leclerc qui a participé quand même à la détresse de notre agriculture en important des produits étrangers qui sont concurrents déloyalement de notre agriculture, en favorisant quelque part la destruction de nos industries puisqu'on allait chercher à l'étranger, en Asie, des produits pas chers. Voilà, et ben on propose de mettre des gens proposent que Michel-Édouard Leclerc soit président de la République. Je pense qu'il aurait un problème parce que quand on est candidat, il faut déclarer la totalité de sa fortune et de son patrimoine. On verra, peut-être que oui, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, Michel-Édouard Leclerc, il a tout à fait le droit de se présenter à la présidence de la République, sachant exactement qui il est, d'où il vient, ce qu'il dit. Voilà, ma chère Maude, on va conclure sur une petite note un petit peu rassurante. L'application de rencontre Tinder et la mutuelle santé Nostrum Carré ont annoncé ce mercredi le lancement d'une assurance bien-être pour accompagner les adultes après une rupture amoureuse. Donc si on a un petit bobo sentimental, on peut aller sur Tinder. Bah oui, parce qu'une rupture, ça fait mal, Perico. Alors Tinder a trouvé mieux qu'un pansement, une assurance. Son nom, c'est Break-up, Backup, Glow-up. Ça veut dire rupture, soutien, renaissance. L'assurance bien-être pour les cœurs brisés. Cette initiative est destinée à accompagner les adultes après une rupture amoureuse grâce à une couverture bien-être pensée comme un programme de reconstruction émotionnelle, selon le communiqué. Alors quand je dis ça, je me dis qu'une séance chez le psy, ce serait peut-être plus simple, d'autant qu'il existe 3 formules allant de 6,90 par mois, 6,90 € pour les petits chagrins, à 22,90 € pour les gros chagrins, avec une offre intermédiaire à 14,90 € par mois, dite moyen chagrin. Chacune comprend le remboursement de séances de thérapie, justement, un diagnostic nutritionnel, l'accès à des contenus numériques consacrés au bien-être, la prise en charge de séances de sport, ou encore le remboursement de compléments alimentaires. Bref, soyez malheureux, faites-vous plaquer, l'assurance prend tout en charge et vous rendra peut-être plus heureux que votre partenaire. Ou alors, faites-vous violence, prenez votre vie en main et arrêtez de traîner sur ces trucs. Il n'y a rien de plus vrai que le frisson d'une rencontre, d'un regard croisé. Sortez-vous les doigts des applis. Eh ben heureusement que c'est pas facturé au poids, parce que pour moi la facture serait douloureuse. Mais enfin pour l'instant j'ai pas de chagrin sentimental. Vous restez avec nous. Je reçois Bruno Bory, propriétaire du château du Cru, Beaucaillou, Grand Cru de Saint-Julien, qui va nous parler de la détresse que rencontre la viticulture française et notamment la bordelaise avec les facéties américaines de Monsieur Trump. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Tandis qu'une partie du vignoble français peine à se remettre de la pandémie du Covid-19, la filière doit aujourd'hui affronter différentes crises climatiques, écologiques et diplomatiques, puisqu'elle est aujourd'hui en proie aux menaces de sanctions de Donald Trump d'un côté et à la concurrence parfois déloyale, sans parler des innombrables investissements chinois. On en parle avec Bruno Bory, patron d'un vignoble bordelais. Bonjour monsieur. Bonjour Bruno Bory, merci d'être dans le studio de Sud Radio. Je suis ému parce que on se connaît, on va pas cacher la réalité. Comment on dit Egounon. Egounon en basque. Bonjour en basque, Adessias en gascon. Vous êtes propriétaire du château du Cru Beaucaillou, qui est un grand cru classé de Saint-Julien, un vin pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Et vous et moi, nous battons pour les valeurs bachiques. Voilà, c'est un vrai combat. Il y a de grands instants de partage et d'amitié, et il y a aussi des combats parce que la viticulture française, le vin de France, la viticulture française sont attaqués. Et là, on est confronté depuis quelques années, quelques mois, tous azimuts, à des phénomènes sociaux, des comportements, une ligue anti-alcoolique très agressive, où on dit que le vin, c'est de l'alcool qui tue, le marché qui commence à devenir compliqué, et puis là, dernièrement, l'Amérique qui s'en prend au vin de France quand Monsieur Trump veut punir. Il fait pampan cucu sur les fesses de nos produits emblématiques, notamment le vin de France. Grand cru classé de Saint-Julien, ça a été la gloire, bien entendu. Je parle d'aristocratie avec tout le respect que je vous porte de cette grande litanie des grands crus bordelais. Saint-Julien, petite appellation entre Saint-Estèphe et Pauillac, justement, et Margaux, voilà, par là. Un peu moins connu des quatre, mais tellement fine, tellement subtile. Comment se porte aujourd'hui, j'allais dire, le Saint-Julien en général, les grands crus de Bordeaux et le Bordeaux en
en particulier. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Et puis et ce que vous disiez juste à l'instant, ça peut nous rappeler que Puiset qui disait Jacques Puiset, votre ami Jacques Puiset, mon maître spirituel, que vous avez bien accompagné et qui était quelqu'un d'absolument formidable et qui disait qu'il voulait des vins qui aient le goût du terroir où ils sont nés et surtout les tripes de celui qui les a fait. Gueule de l'endroit où le vin juste, c'est un vin qui a la gueule de l'endroit où il est né et les tripes de celle ou de celui qui l'a fait. Voilà, 2 paramètres, la géographie et l'homme. C'est vraiment une définition parfaite. Et c'est celle qu'on essaye, enfin pour laquelle on se bat et on doit se battre, à mon avis, dans tous les vignobles de France. Alors la crise, effectivement, en fait, pour tout dire, on a quand même des beaux espoirs qui arrivent devant nous, donc on n'est pas obligé d'avoir une sinistrose, même si effectivement on est parfaitement conscient qu'il y a des difficultés ici et là. Alors on peut quand même pas s'empêcher de regarder la globalité peut-être de la production du vin dans le monde, et on a vu tous des photos de la Californie qui ramassait pas ses vendanges cette année. Oui. Nous on est obligé de les ramasser, donc on les ramasse, mais effectivement souvent c'était pour faire des vins qui sont restés dans le cul. Mais il y a des beaux signes. Alors au risque de mettre les pieds dans le plat. Même dans le verre, si vous voulez, ou dans la bouteille, ou dans la cuve. Allez, dans la cuve. On met les pieds dans la cuve. Dans la cuve. On va fouler un peu le raisin, mais c'est vrai que le Mercosur, pour nous, quand même, est de manière parfaitement égoïste, mais en tous les cas, pour nous, effectivement, c'est plutôt sans doute assez prometteur. On a l'Inde et les derniers accords qui viennent d'être passés avec l'Europe et qui, aujourd'hui, on est à 300% de taxes, donc si on passe à 15%, ça devrait quand même s'améliorer. Oui. On sait aussi qu'à Bordeaux, mais pas qu'à Bordeaux, dans l'ensemble de la France, il y a un millésime 25 qui est plutôt prometteur. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il faut se retrousser les manches, c'est vrai qu'il faut se battre pour imposer, pour vendre nos vins. Mais on peut avoir une lueur d'espoir au bout du tunnel. Mais par principe, un traité international, si les normes et les codes sont mutuellement respectés, il n'y a pas de problème. Et le Mercosur, il peut nous enrichir. Ce qu'on peut pas accepter dans le Mercosur, c'est d'importer des produits dont la composition est interdite en Europe, et qui donc de fait sont moins chers, et qui vont non seulement ruiner des activités, mais vont créer une concurrence qui va être encore plus ruineuse pour les producteurs. Donc que les grands crus bordelais représentent la France, ils ont toujours exporté et ils ont toujours été l'image de la France, même s'ils atteignent, alors mon cher Bruno Bory, ils atteignent des prix tels, parce que l'offre et la demande fait que les prix ont explosé, qui fait que nous, braves paysans moldaves de France, nous ne pouvons plus nous les offrir. Donc, en même temps, nous, par exemple, à Du Cru au Caillou, on a une gamme de vins qui, en prix consommateur, commence à 20 euros. Certes, on va jusqu'à 200 euros. Vous avez des deuxièmes vins. Mais on a des deuxièmes vins, des troisièmes vins, et on commence à 20 euros, ce qui est un produit tout à fait agréable et à mon avis, un excellent rapport qualité-prix. Sous la signature Bory, bien entendu, la qualité, la parcelle n'est pas la même, mais l'esprit est tout à fait d'accord avec vous, et moi je me sens en phase, parfaitement en phase avec tous nos agriculteurs, et je suis parfaitement solidaire. Et effectivement, nous aussi on voit les réglementations, on voit les interdictions, les obligations, enfin toutes ces choses qui pèsent sur nous. Et effectivement, comme vous commenciez à le signaler tout à l'heure, on voit les hygiénistes aussi, alors que moi, tous les jours, je déjeune avec ma mère qui a 98 ans et je ne sais pas si je peux préciser, mais en tous les cas, elle est très contente de boire du vin et tout va très bien. Peut-être que c'est parce qu'elle boit du bon vin modérément, certainement pas mal de Du Cru au Caillou, qu'elle est encore en bonne santé à cet âge. Pour autant, Bruno Bory, au sommet de la pyramide bordelaise, ça se passe bien et on s'en réjouit, même si vous subissez quand même une concurrence d'autres. La France n'a pas le monopole des grands vins. Par contre, les vins de France sont uniques. Voilà, ils ne ressemblent à aucune autre et on ne refera jamais dans le monde. On peut faire des vins merveilleux. On ne fera jamais ce que nous faisons dans le Bordelais, en Bourgogne, en Côte-du-Rhône, dans le Val-de-Loire. Ma question est, sommet de la pyramide, ça se porte bien. Vous savez, Bruno Bory, vous les connaissez et vous les côtoyez. Le Bordeaux d'en bas, les Bordeaux supérieurs vivent depuis plusieurs années une tragédie avec, à certains moments, des cas désespérés, c'est-à-dire vente de domaines, arrachage. Et j'ai en permanence des producteurs de Bordeaux, quand je les appelle, parce que je continue à faire ce métier qui me lie à la vigne, ils me disent on est rendu à 1,5 €, 1,15 €, 1,20 € du litre et on ne le vend pas.
Et à Paris, vous avez du mal à trouver dans les restaurants des Bordeaux supérieurs, parce qu'on considère que c'est ringard, que c'est hors norme, vaut mieux des Pixel qui sont des vins formidables, mais des vins de Loire, des vins du Rhône, on trouve plus de Bordeaux supérieur, on n'arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la viticulture bordelaise en bas les entrées de gamme Bordeaux supérieur? Je crois qu'effectivement c'est une question qui nous moi c'est une question qui m'habite parce que c'est des amis. Moi on était tous à l'école ensemble, etc. Je sais bien, c'est pour ça que je vous interpelle. Et je suis très très sensible. Alors je crois qu'il y a de manière générale une évolution quand même de la consommation. Et il y a une consommation qui a disparu, c'est le vin aliment. Et la bouteille de rouge, tous les jours. La bouteille de rouge qui était à midi et le soir sur la table, ça n'existe plus, ou en tous les cas, c'est les derniers feux de cette consommation. Votre maman. Voilà. Et le président de la République, qui a dit je bois du vin tous les jours. Je sais pas si c'est du Bordeaux, mais voilà. On espère. Vous voyez, quelquefois il dit des choses sensées et agréables. Oui, mais j'en suis ravi. Et voilà, et c'est vrai que Bordeaux, Bordeaux a su réagir quand même, puisque de 120 000 hectares, on est passé à 80 000 hectares en très peu de temps. Les prix, effectivement, ont été effondrés. Mais je crois qu'il faut garder. Je crois qu'on va y arriver. Il y a eu des surstockages, il y a eu des, et puis quand même, on est dans un contexte mondial qui est compliqué. Et on peut pas dire que tout ça facilite le commerce et ça facilite les échanges. Donc effectivement, il faut se refermer un peu, prendre les coups, faire un peu la tortue, et voilà. Mais je crois que les Bordeaux, moi je suis très fier de Bordeaux. Je suis très fier de Bordeaux Sciences Agro qui produit des ingénieurs de tout premier plan. Il y a une œnologie qui vraiment est dans le vignoble jusqu'au bout, et il y a des vins même dans les entrées de gamme qui sont formidables. Il y a eu des écoles d'œnologie bordelaise. Je ne veux dénigrer personne. Je fais allusion à Michel Rolland qui a été une star de la vinification. Est-ce qu'à un moment donné, la performance œnologique, la technologie, cette recherche de vins, le terme c'est bodybuildé, c'est-à-dire des vins d'athlétique, ne nous a pas éloigné des valeurs de l'appellation d'origine, le vin qui reflète la gueule de l'endroit, les tripes du bonhomme, qu'on avait des vins trophées, des vins de concours, des vins de compétition, et qu'on s'était éloigné du vin de paysans que sont au départ les vignerons du Médoc et du Bordelais. C'est des gens qui travaillent la terre. Est-ce qu'il n'y a pas eu des vins qui vraiment avaient l'esprit de l'appellation d'origine, dans la philosophie du terme, et d'autres qui étaient là pour gagner des prix et des concours, avec des vins, je peux vous le dire, Bruno Bory, on finit pas le verre. Tellement c'est épais, concentré, extrait, c'est plus du vin. C'est un athlète soviétique. Il y a donc, alors je sais plus à combien on en est, mais on doit avoir à peu près 5 à 6 000 propriétés viticoles en Bordelais, donc chacun a suivi un peu son chemin. Enfin, les stars étaient souvent des vins de oui, mais en même temps, on avait Denis Dubourdieu qui nous a fait des blancs qui étaient absolument merveilleux, et quelques rouges, mais et on a eu effectivement une montée de ces vins. Maintenant, on voit que les blancs de Sauvignon sont un petit peu moins en faveur parce que c'est trop, pour des arômes qui finalement sont moins en phase avec le consommateur, mais on voit que le sémillon est en train de reprendre avec sémillon qui est le cépage du Sauterne, voilà. Donc les vins moelleux et les vins d'eau qui ont vécu une récession terrible depuis quelques années, même les plus grands. Dans les secs, ils arrivent à faire des vins avec beaucoup d'onctuosité qui correspond vraiment au goût du consommateur. Alors il y a peut-être des égarements, mais toujours il y a moi Michel Rolland, on peut quand même dire qu'il a beaucoup aidé Bordeaux. C'est un génie, mais est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Bordeaux aussi. Après, vous avez effectivement d'autres œnologues à Bordeaux qui ont entre comment il s'appelle, Boissonneau qui a été formidable, père et fils qui sont les en droite ligne derrière Émile Peynaud qui est quand même le grand Ribéro-Gaillon, les grands œnologues, voilà. Tout ça. Et puis on a eu des gens qui sortaient un peu plus comme de Renoncourt qui sortaient un peu Château-Figeac. Voilà. Il y a Bordeaux justement, je crois que c'est ça, c'est cette émulation. Vous avez des gens qui sortent un peu de partout, qui essayent de faire des vins qui soient. N'oublions pas qu'il y a eu le phénomène de ce journaliste critique américain Robert Parker qui a créé une inflation, mais qui a peut-être poussé les Bordelais à adapter les vins de Bordeaux au goût américain, qui sont des vins ensoleillés, capiteux et riches. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné, il y en a qui sont enrichis. Il y a peut-être une dérive. Peut-être que vous remettez les pieds sur terre. Peut-être le climat aussi nous a amené à faire des choses un peu plus. Trop de soleil peut faire du mal au vin, comme pas assez de soleil. Mais oui, mais je crois que les gens sont honnêtement. Enfin, moi, quand j'étais hier avec
J'étais hier avec mon ami Henri Dubos que je pense que le homard busé, il n'a pas changé de style et qu'il est toujours parfait. Et justement, le consommateur est là et il me disait avec une certaine satisfaction qu'il avait réussi ses ventes en primeur cette année de manière tout à fait raisonnable. Donc je crois qu'il y a des gens, il y a quand même des gens solides. Vous restez fidèle à la tradition et le Bordeaux restera toujours l'image des grands vins de France. Merci Bruno Maury d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je reçois maintenant Yvan Rioufol qui va nous mettre les mots et les noms qui sont les siens pour désigner la révolte la révolution des oubliés. Est-ce que le peuple français va se rebiffer à force d'être gouverné par des gens incompétents et baladé par une élite qui ne lui dit pas la vérité et qui l'a peut-être beaucoup trompé. À tout de suite. Alors, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce mercredi 4 février 2026, il est 13h04 et je suis très honoré, ravi de recevoir une personnalité française qui défraye la chronique, qui débat une forme de Robin des Bois de la pensée, qui a toujours été marginal, souvent critiqué. Je vous raconterai une anecdote entre mon ancien patron Jean-François Canet et Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, donc, essayiste, politologue quelque part, journaliste en tout cas, observateur de la société française, penseur du temps et de notre époque, publie chez Fayard, dans cette petite collection que l'on peut lire vite et bien, La Révolution des oubliés. Yvan Rioufol, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais tout de suite faire une page d'histoire pour vous demander si, quelque part, ce que vous nous suggérez ressemble à cette scène de l'histoire. Vous vous souvenez, 14 juillet 1789, la Bastille est prise, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt rentre dans la chambre du roi Louis XVI et lui dit « Sire, les Parisiens ont pris la Bastille ». Et Louis XVI lui répond « C'est une révolte ». « Non, sire », lui répond la Rochefoucauld, « c'est une révolution ». Est-ce qu'on est peut-être en train de vivre aujourd'hui, par rapport aux élites, et on voit l'affaire Epstein, les élites qui sont compromises, en tout cas en promiscuité, est-ce qu'on est en train de vivre une révolte du peuple contre les élites ? C'est ma thèse. Ma thèse est de dire qu'il y a en tout cas une atmosphère révolutionnaire. Mais c'est une atmosphère révolutionnaire qui n'a pas de révolutionnaire. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que tout est fait aujourd'hui pour conduire jusqu'à son terme cette révolution. Et cette révolution, elle est de deux sortes. Elle est tout d'abord cette révolution que j'avais appelée il y a maintenant 13 ans, dans le Figaro, la révolution des œillères. Oui. C'est-à-dire que j'observais... Par allusion à la révolution des œillets de 74 au Portugal, les œillères. C'est-à-dire on regarde pas. Voilà. J'observais que les œillères commençaient vraiment à tomber par la force des évidences. Des œillères idéologiques commençaient à tomber par la force des évidences. Et donc je prévoyais effectivement un bouleversement dans l'approche de la vie des gens. Cette analyse a d'ailleurs été confortée par le président des États-Unis lui-même, puisqu'il s'est fait élire très dernièrement sur la révolution du bon sens. Bien sûr. Donc il fait cette analyse que j'avais faite, qui n'était pas très originale, mais enfin qu'il fallait faire, a été corroborée ensuite par l'administration Trump. Et c'est cette analyse de la révolution du bon sens qui bouleverse même la terre entière, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle acte l'échec du mondialisme, des peuples déracinés, au profit des peuples enracinés. Donc c'est cette première révolution d'atmosphère qui existe, et il y a une deuxième révolution plus technologique qui pourrait alimenter effectivement l'aboutissement de cette révolution, c'est la révolution numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique qui branche 94% des foyers français, contourne le monopole des médias traditionnels et fédère maintenant toutes les opinions dissidentes qui jusqu'alors n'arrivaient pas à s'exprimer, en tout cas dans les médias dits labellisés. Donc si vous additionnez ces deux révolutions, la révolution du bon sens et la révolution numérique, vous obtenez en tout cas un train qui passe. Et ce train qui passe, c'est le train de l'histoire et il ne passera pas deux fois. Et donc, j'observe cette révolution-là, et c'est une révolution qui est dans les esprits de beaucoup en France, de tous ces oubliés qui sont exclus du débat public, mais en même temps, parce que ce serait trop simple, naturellement, que de se féliciter de cette révolution, en même temps, il y a quand même, malgré tout, de la part de cette même opinion, de ces Français silencieux, une habitude à s'être tu, s'il vous plaît, et à ne pas prendre, dans le fond, l'opportunité d'avoir à se revendiquer comme étant révolté. C'est un appel à la révolte, c'est un appel d'abord au réveil, c'est un appel à la révolte de tous ces peuples, de ce peuple oublié, de ce peuple maltraité, et ce peuple oublié étant en fait celui de la classe moyenne, des Français de la périphérie, des Français de souche, mais pas seulement des Français de souche, des Français de cœur qui ont rejoint cette France millénaire pour s'assimiler
dans sa culture. Alors dites-moi, on n'est pas dans le cocktail Molotov, on est dans le cocktail Rioufol. Vous êtes en train de faire la composante de tous les éléments qui peuvent faire un jour que ça pète. Pour autant, vous dites bien, c'était le début de votre intervention, on n'a pas Mirabeau, on n'a pas Danton, on n'a pas Robespierre, on n'a même pas Jeanne d'Arc, Clémenceau ou De Gaulle. Là, on est à poil sur le grand leader qui pourrait rassembler, pas forcément dans une tension, mais de capter la colère de ce peuple furieux et d'essayer de transformer en une action républicaine nationale. C'est là, terrible, pour l'instant, c'est terrible. Nous vivons sur une terre brûlée, une terre intellectuelle brûlée par un politiquement correct qui, depuis maintenant 40 ans, 50 ans, a sommé de fermer les yeux et de ne pas penser à l'avenir. Et donc, nous payons en effet une grave crise de l'intelligence. Et j'en veux beaucoup. Je fais un chapitre sur la grande responsabilité de l'intelligence, dite intelligentsia, qui a interdit de penser, l'avenir, sinon pour applaudir au projet de Mélenchon qui lui a pensé l'avenir, mais avec un projet qui est un projet de substitution d'un peuple par un autre. Alors naturellement, c'est peut-être lui qui a raison d'ailleurs, avec ce grand remplacement qui n'est pas un grand remplacement des générations comme il l'a dit, mais un grand remplacement d'une civilisation par une autre en fonction d'un dynamisme accru de cette immigration de peuplement et de cette survenue d'un islam colonisateur. Il parie là-dessus, je ne peux pas lui en faire le reproche, parce que si on poursuit les lignes, c'est bien ce qui risque d'advenir. Mais je persiste à penser, en effet, qu'il y a des pôles de résistance au sein de cette France silencieuse, qui reste une France majoritaire. Elle fait 70% de la sociologie, à peu près. Mais c'est une France qui n'ose pas, ou qui a renoncé, ou qui a abandonné cette quête existentielle pour une partie d'entre elles. Mais en même temps, je vois des foyers de résistance. On l'avait vu avec la Manif pour tous, on l'avait vu avec naturellement les Gilets jaunes, on le voit avec les paysans, on le voit même avec les policiers qui aujourd'hui descendent dans la rue, c'était la semaine dernière, pour réclamer la protection de la population avec une inversion des valeurs, alors que c'est normalement la police doit protéger les citoyens, ce sont les citoyens qui sont appelés à protéger la police. Donc on voit bien que partout, il y a une irritation et un rejet même du système actuel. Je cite quelques chiffres, je fais pas un abus de chiffres, mais il y a 10% dans le sondage sur les fractures françaises, il y a 10% des Français qui font confiance à des partis politiques et 20% qui font confiance aux députés. Il y avait un sondage récent du Figaro Magazine qui disait que 11% faisaient confiance au président de la République lui-même. Ce sondage a un peu évolué depuis parce que il a repris un peu de vigueur en s'affirmant face à Trump dans des postures qui me semble un peu déplacé. Mais enfin, on va y revenir. Mais on voit bien que très majoritairement, ce système-là est un système rejeté. Donc il y a un paradoxe à voir qu'il y a une majorité d'opinions anti-système, donc déjà potentiellement révolutionnaire, parce que c'est un système qu'il faut abattre, et en même temps une réticence, une peur à vouloir aller jusqu'au bout de cette révolution qui, en tout cas, si elle advenait, devrait être une révolution non pas violente comme fut celle de 93, mais une révolution tranquille qui serait simplement une révolution démocratique qui consisterait à appliquer l'article 2 de la Constitution française, de dire que la République se définit par le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Yves Rioufol. Et si c'était, je vous fais cette proposition, aujourd'hui, quelle est l'angoisse de la société du peuple français? C'est de voir cette continuité dont parle Alain Finkielkraut s'interrompre. On n'est même pas dans le maintien ou le conservateur, on est dans la continuité d'un système qui nous a rendus heureux, qui nous a rendus fiers et forts, et dont on voit l'effondrement avec les statistiques sur le fric français moyen. Et si c'était, au lieu d'une révolution, je vous fais cette proposition, si c'était une réaction, pourquoi le fait d'être réactionnaire serait forcément contre le progrès, contre la démocratie? On peut être réactionnaire, démocrate, constructif et républicain. Mais vous dites ça à quelqu'un qui a écrit un livre au PUF il y a 10 ans qui s'appelait De l'urgence d'être réactionnaire. Je vous le dis pas par hasard. Donc j'ai théorisé naturellement cette réaction. Il faut être réactionnaire. Réagir, c'est ça, hein, réactionnaire, dans la définition que j'avais prise du réactionnaire, je l'avais trouvé dans un petit Larousse de 1922. Réactionnaire est celui qui réagit à une situation politique. Oui. Je demande simplement à ce que l'on réagisse à une situation politique. Il ne faut pas si l'on s'endort, on est mort. Donc il faut vraiment cesser de s'endormir. Il faut effectivement admettre une radicalité. D'autant que cette radicalité-là, elle emplit tous les discours adverses. C'est-à-dire que tout le système actuel est un système terriblement violent et radical, au point même qu'il injurie ceux qui protestent en les traitant de populistes, voire de fascistes, qui les insultent, voire même qu'il les agresse physiquement. Rappelez-vous de la manière dont les Gilets jaunes avaient été traités et de la manière comparative avec laquelle la contre-société, quand elle proteste, est traitée. Les éditorialistes du lendemain de ce référendum de mai 2005, où le traité constitutionnel avait été rejeté à 55%,
100% par le peuple français. Souvenez-vous des éditorialistes de l'Obs, de Libé, les traitants de xénophobes, de racistes, de tous les noms. Et d'ailleurs, je trouve étonnant que ce peuple insulté, ce peuple qui n'a plus la parole, ce peuple insulté, ce peuple violenté, ce peuple maltraité, reste encore à ce point résilient et résilient. Alors peut-être est-ce le syndrome du chien, peut-être est-ce le syndrome du chien battu. Il est possible aussi, mais en tout cas, je les conjure aujourd'hui de se réveiller. Mais c'est en urgence parce que maintenant, j'ai dû dire lors de la dernière présidentielle que nous étions à minuit moins 5. Oui. Maintenant, on est à minuit moins 1. Je ne sais même pas si on n'est pas même à minuit pile. C'est-à-dire que si le peuple laisse passer cette occasion-là lors des municipales et de la prochaine présidentielle dans un an, je crois que là, ce sera vraiment terrible. Ce sera foutu. Vous savez, il y a eu un papier dans le Figaro d'un philosophe américain lundi, Godossian, qui disait que vu des États-Unis, les Américains pensaient que la France pouvait disparaître avant la fin de ce siècle. Mais je pense que la France peut disparaître avant 50 ans si les lignes sont poursuivies. On continue à en discuter. En tout cas, oui, sachez que le chien battu peut vite devenir un Gaulois réfractaire. Vous restez avec nous sur Sud Radio. Je suis avec Yvan Rioufol. Appelez-nous au 0826 300 300. Je suis persuadé que vu la nature du débat, vous avez plein de questions à lui poser. Est-ce que la France est en train de crever? Est-ce que les élites nous ont menti? Est-ce que notre classe politique n'est pas à la hauteur? Est-ce que les médias nous cachent la vérité? Vous avez certainement des interrogations. Emmanuel Galasso attend votre appel et Yvan Rioufol y répondra avec la pertinence et le franc-parler qu'on lui connaît. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Je suis avec Yvan Rioufol, auteur de La Révolution des oubliés. Alors la révolution ou la réaction des oubliés, ils ont le droit de réagir, édité chez Fayard, et nous débattons, enfin on débat, pour l'instant on est sur une certaine convergence à constater que les élites nous ont menti, que la classe politique n'est plus représentative, que le peuple n'a plus confiance dans ses représentants et qu'il faut quand même trouver un moyen de s'en sortir. Yvan Rioufol, pour autant, votre ouvrage couvre la totalité de cette réflexion en abordant point par point la faillite des élites, l'indésirable indigène, l'immigration, l'agonie médiatique, de l'utilité du charlatan. On va prendre les chapitres parce que votre construction est parfaite. Est-ce que pour autant ce n'est pas l'effondrement de l'école, cette machine à créer l'intelligence, le savoir, cette machine à intégrer les populations qui venaient de l'extérieur de la France? Est-ce que l'effondrement de l'éducation nationale, pour les raisons que vous signalez, n'est pas à l'origine, j'allais dire, de cet appauvrissement politique, de cet appauvrissement culturel? Je ne crois pas. Enfin, oui, l'école, naturellement, a une responsabilité fondamentale, mais c'est une responsabilité parmi d'autres. Moi, j'englobe tout un système. C'est tout un système qui a été mal construit depuis le départ, parce que c'est un système qui s'est rendu perméable à des idéologies qui étaient construites en dépit. Alors, soyez plus clair. Donnez-nous la genèse de cette déconstruction. Ça commence quand? Elle est difficile. Donnez-moi une date. Elle est difficile. Mais je n'en sais. Alors prenons ça, les présidents. Très difficile. Mais vous savez, De Gaulle, Pompidou, ça vous va ou non jusque-là? Concernant l'école, en tout cas, le défendrement de l'école avait commencé avant 68, parce que je vous rappelle que même en 1967, Alain Peyrefitte, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, avait déjà édicté la fin des cours des cours à apprendre obligatoirement, avait acté la fin du latin obligatoire en 6e, avait déjà rabaisser les exigences. Le pédagogisme américain commençait à pointer son nez dans le système éducatif. En tout cas, concernant l'école, il commence à être daté dès 1967. Naturellement, ça s'est aggravé ensuite, en 68. Et la réforme Abi ensuite. La réforme Abi avec le collège unique. Mais je pense que cet effondrement culturel est un effondrement culturel qui vient plus globalement dans cette nouvelle idéologie mondialiste qui s'est installée, de mon point de vue, en 1974, je donne cette date parce que c'est une date qui est à peu près agréée par ceux qui ont vécu la crise pétrolière d'un côté, avec cette dépendance accrue de l'Europe, notamment vis-à-vis des pays producteurs de pétrole, donc des pays arabes et des pays musulmans, qui ont exigé en compensation d'une sécurité pétrolière et d'une sécurité tout court des amendements et des actes léonins pour installer des populations exogènes, des populations musulmanes, qu'on leur a accordé tout de suite. Et au prix de ce premier renoncement, s'y est aggravée cette mondialisation qui est apparue dans les mêmes instances. 74, c'est la date que propose le prix Nobel de la paix Yvan Rioufol, ça correspond à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Et ça correspond à l'élection à l'arrivée l'année d'avant de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Voilà, absolument. C'est pour ça que je propose effectivement que l'on raisonne à 50 ans de désastre, dans le fond 40 à 50 ans de désastre d'un système qui peu à peu s'est effondré dans tous ces dernier
dernière année où le budget de la République est excédentaire. Exactement, le dernier budget en équilibre est celui-ci, et ensuite tout s'effondre, de mon point de vue, à cause effectivement de ces coups de boutoir d'une idéologie mondialiste qui a décidé qu'il fallait urgemment considérer le citoyen comme étant un consommateur indifférencié, que les cultures étaient remplaçables quoi qu'il arrive, qu'il n'y avait pas de choc de civilisation, pas de choc de culture, etc. Et puis vous avez eu la grande propagande de Jacques Chirac ensuite, qui nous récitait sur tous les plateaux et repris par tous les journalistes, que l'immigration était une chance pour la France, que l'islam était une religion de paix et de tolérance, etc., etc. Le regroupement familial qui avait été décidé par... familial, plus en 1984, l'arrivée de SOS Racisme, qui a eu un effet très pernicieux, même s'il y avait des très bons sentiments au départ, parce qu'il SOS Racisme, avec son touche pas à mon pote, a criminalisé toute objection portée sur les minorités, les nouvelles minorités ethniques, les nouvelles minorités... Alors, n'oubliez pas, il faut que Chirac fait quand même son discours de Cochin, son appel de Cochin, où il dit attention, on est en train de perdre nos souverainetés, et puis alors les phrases polémiques sur l'odeur, qui s'est renié très rapidement. Et donc, voyez, c'est toute cette ponctuation de dates me font qu'ensuite, à travers des idéologies successives, le mondialisme, l'antiracisme, ensuite le wokisme, bien sûr, en passant par l'écologisme, etc., toutes ces idéologies ont façonné une manière de penser qui s'est détachée de plus en plus de la vie des gens, du réel, dans le fond, et qui s'est détachée de la détresse humaine, parce que vous avez eu beaucoup de Français dès cette époque-là qui ne se reconnaissaient plus dans le modèle social qu'on leur proposait et qui ont fait sécession de leurs élites. C'est-à-dire que quand je dis aujourd'hui que nous vivons sur une terre arasée, on vit sur une terre arasée par cet abrutissement collectif qui a été imposé par le politiquement correct, et nous vivons maintenant une situation telle qu'il n'y a plus nulle part de personnalité qui pourrait prétendre à elle seule d'être l'homme providentiel. La thèse de mon livre aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y a plus d'homme providentiel, il n'y a plus d'homme ayant l'envergure d'un De Gaulle, par exemple, qui pourrait effectivement se plier dans les grands habits de la Ve République, et que l'homme providentiel, c'est le peuple lui-même, ce peuple providentiel. Donc j'y invite aussi à réfléchir à ce que pourrait être une nouvelle République, sans doute, parce qu'il me semble que la Ve République ne correspond plus maintenant. On va y venir. Là, je reviens sur votre analyse. Votre définition, elle s'appelle quand même l'américanisation de nos mœurs. L'explosion de la grande distribution, plus forte en France qu'ailleurs. C'est le consumérisme, c'est le matérialisme, c'est effectivement cette idée folle qui était de dire qu'aujourd'hui, chaque consommateur pouvait prétendre effectivement à s'installer là où il voulait, à partir du moment où il alimentait la caisse de retraite, et à partir du moment où il alimentait le profit des grands distributeurs et des entreprises. Mais et donc avec une indifférence portée à la fragilité de l'âme humaine, une indifférence portée à la fragilité de ce qu'est un peuple dans sa continuité historique. Et si effectivement vous rompez cette continuité historique au point même de la diaboliser, parce que c'était en fait ce qui s'est passé dans les discours qui ont été repris ensuite dans les années 90 jusqu'à 2000, en disant que se revendiquer comme étant français, d'une identité française, était fasciste, parce que c'est ce que l'on a entendu même de la part des républicains qui se sont baptisés républicains justement pour ne pas se baptiser français. Ils n'ont pas il faut reprendre les arguments des Républicains à l'époque quand ils ont choisi ce nom-là, disant qu'ils préféraient se référer aux valeurs de la République plutôt qu'aux valeurs de la France elle-même, de peur d'être traités de ringards. Donc c'est cet empoisonnement idéologique qui est au cœur de l'effondrement de la France et qui imprime, qui imbibe encore la majorité des médias et une grande partie de ce monde politique. C'est pour ça que ma thèse est de dire que nous n'en sortirons pas si nous restons avec ce même modèle politique-là. Il faut changer de modèle, il faut donc cette révolution, il faut cette rupture. Alors, vous dites que la lecture que l'on peut faire de cette situation, vous le dénoncez depuis longtemps. Vous avez été chahuté quand même, souvent attaqué. Je faisais allusion tout à l'heure à Jean-François Kahn, à Marianne, où je travaillais, et il y a un procès où Jean-François Kahn vous attaque pour vos positions, qui sont un peu celles d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il vous a quand même rejoint sur certains constats. Je me souviens qu'il m'a dit, non seulement j'aurais voté non au traité constitutionnel de 2005, mais même celui de Maastricht en 92, je me demande si j'aurais voté oui. Et il fait un éditorial où il vous attaque, avec une citation entre guillemets, propos que vous n'avez jamais tenus. Le président du tribunal lui dit, mais monsieur Kahn,
vous mettez entre guillemets des propos, nous avons la certitude qu'Yvan Rioufol n'a jamais dit ça. Et il dit d'accord, mais je le connais, il l'a pensé. C'était extraordinaire. C'était pour vous dire qu'à l'époque, vous étiez quand même... Ça a été malgré tout une période pénible. Oiseau de mauvais augure, vous étiez un oiseau de mauvais augure. C'était une période pénible pour moi, parce qu'en fait, j'avais de l'admiration pour l'homme de presse, Jean-François Kahn, et je n'ai pas compris effectivement l'animosité qu'il avait besoin. Vous incarniez quelque chose de dangereux, vous voyez. Oui, mais il a été caricatural de ce qu'était la presse à l'époque. C'est-à-dire, il se présentait lui-même comme étant le parangon du politiquement incorrect. Il n'y avait rien de plus correct que ces postures. Ça peut être un paradoxe, effectivement, quand on prend ce sont des postures que j'ai retrouvées chez beaucoup d'hommes dits progressistes. Il se disait lui aussi progressiste. Et il m'attaquait, en l'occurrence, parce que je dénonçais déjà... Alors, il vous accusait d'être trop atlantiste, ultralibéral, conforme au système, à l'économie de marché qui, finalement, nous avait conduit là, dans le mur où nous sommes aujourd'hui. Je n'ai pas changé. Je suis resté libéral, je suis resté atlantiste, non pas ultralibéral, certainement pas ultralibéral, mais libéral, atlantiste, dans la mesure où je pense... Alors là, vous souffrez en ce moment. Nous vivons, oui, je souffre un peu, mais nous vivons malgré tout une communauté de destin, et je ne suis pas de ceux qui aboient systématiquement contre Trump, parce qu'il faudrait aboyer contre Trump. Donc je vois bien au contraire que même Trump lui-même nous sommes de nous réveiller, puisque même lors du discours de Davos, alors qu'on le présente comme étant l'homme qui fait peur au monde entier, il nous a dit, parlant des pays européens, qu'il ne reconnaissait plus certains d'entre ces pays-là, disant qu'ils étaient méconnaissables. Et M. Vance, dans son discours de Munich, était aussi... vous restez avec nous, Yvan Rioufol, on continue cet échange passionnant. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous appelez Emmanuel Galasso, Yvan Rioufol est là, vous avez compris qu'on est en train d'aborder des sujets de l'actualité du jour qui nous préoccupent, qui nous interpellent. Est-ce que les élites nous sont menties? Est-ce que nous ne sommes plus représentés par des gens qui sont dignes de notre confiance? La réponse est ici dans le livre de Yvan Rioufol, La Révolution des oubliés chez Fayard. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Yvan Rioufol qui vient de publier c'est un pamphlet, c'est un brûlot, La Révolution des oubliés. C'est terrible à dire parce que les gens qui m'ont expliqué pendant des années que Rioufol disait n'importe quoi, que c'était un excité, et finalement, on est rattrapé par le réel. Je veux bien qu'on ait des divergences analytiques sur l'explication de tel ou tel phénomène, mais votre constat, qui est accablant, correspond quand même à ce que les Français ressentent et à ce que les Français comprennent. Justement, nous avons une Française qui nous appelle de Castel-Sarrazin, et c'est Simone. Bonjour Simone. Bonjour monsieur, bonjour à vous tous. Simone, est-ce que vous êtes en rupture avec les élites de la France? Est-ce que vous vous sentez en rupture? Oui. Mais c'est pas nouveau quand même. Hein. Pour moi, Mitterrand a fichu notre industrie en l'air et Macron est en train de ficher notre agriculture en l'air, ce qui fait que ce pauvre France, il lui restera que les yeux pour pleurer. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas aller se bagarrer dans les rues. Non. Alors, il y a des élections. Mais... Vous l'avez vu, ça, cet effondrement progressif j'allais dire, des valeurs dans lesquelles vous croyez? Vous le vivez vous-même personnellement? Non, je le vis pas personnellement parce que on est une famille assez aimante et assez bien construite. Donc, dans mes amis et dans ma famille, c'est correct, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... mais je vois bien ce qui se passe au niveau du pays, quoi. Je suis consterné. On est un pays magnifique et on n'arrive pas à le garder parce que il restera rien. Hein. Il restera plus rien avec le Mercanso. Si on laisse passer tout ça, il nous restera... Il faut garder nos agriculteurs, quand même, au moins ça. On n'a plus d'industrie, au moins les aider, les favoriser, quoi. C'est important, ça, dans un pays. Quand on se nourrit, c'est la première des choses. On peut vendre ce qu'on produit ici au niveau agriculture. Ça nous fait un revenu, quand même. Vous en voulez à qui, Simone, en particulier? Bon, vous citez le nom de nos grands responsables politiques. Est-ce que vous en voulez à un mécanisme, à un système, Moi, j'en veux je suis désolé, à Mitterrand. J'ai voté pour lui, hein. Oui. Bon, je suis à l'aise, je peux le dire. Mais à lui, je lui en veux. Parce que je pense que c'est lui qui a commencé à démolir la France. Honnêtement, c'est le sentiment que j'ai. Il a démarré. Et là, M. Macron, avec l'agriculture, là, il faut qu'il aide les agriculteurs, absolument. Il faut arrêter avec ce Mercanso. Il faut les écouter. Ils savent de quoi ils parlent. C'est leur métier, c'est leur vie. Et depuis toujours. Parce que c'est des gens qui sont agriculteurs de père en fils. Alors, ils savent, ils le sentent quand même. Donc il faut en tenir compte. Yvan Rioufol, Simone nous interpelle. Est-ce que vous pensez que cette rupture avec les élites, c'est parce que nos gouvernants n'ont pas su écouter
les cris du peuple, l'humeur du peuple, le bon sens d'en bas. Bien sûr, il y a une sécession entre l'élite et le peuple. Alors cette analyse n'a rien d'original, elle a été portée avant moi et par d'autres. Mais pardon, c'est ce que nous dit Simone dans son découragement est très significatif effectivement d'une partie de cette population qui analyse très bien ce qui lui arrive. Et Simone a dit, mais on ne va quand même pas descendre dans la rue pour protester ou quelque chose de semblable. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas descendre dans la rue pour protester ? Regardez, par exemple, les Anglais, très récemment, les Britanniques, sont descendus très massivement dans les rues à Londres. Calmement et massivement. Calmement et massivement pour dire qu'il ne fallait cesser cette immigration démentielle qui est en train de balayer leur culture. Pourquoi est-ce que la France, qui est encore une fois, dans un moment critique, je ne pense pas alourdir le diagnostic en le disant, pourquoi les Français se laisseraient-ils à ce point piétiner, insulter, et se laisseraient-ils dissoudre dans le fond dans une nouvelle civilisation qui n'a plus rien à voir avec la leur. Je pense que mais des colères ont été exprimées, Yvan Rioufol, par le peuple français. Les colères s'expriment, mais ce sont des colères qui sont sporadiques et qui pour l'instant, là, oui, et dans les urnes aussi. Bien sûr, mais vous voyez que dans les urnes, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, elles s'expriment, mais elles ne vont pas jusqu'au bout. En tout cas, pour les législatives, elles n'ont pas été jusqu'au bout. Elles sont encore perméables à tout ce terrorisme intellectuel du politiquement correct qui dit que dès que vous vous réclamez comme étant français de France ou de cœur, vous êtes un fasciste, donc ça terrorise encore pas mal de gens. Vous voulez dire que le Front républicain fut une forme de forfaiture politique? Bien sûr, naturellement. Cela fait partie effectivement des brutalités de ce système mis en place. Qui s'est construit, encore une fois, contre le populisme, c'est-à-dire contre une partie du peuple inquiet, et qui, en fonction de ceci, a imposé une caste qui, encore une fois, ne comprend pas la vie des gens, méprise la vie des gens. Il suffit de voir les attitudes absolument hautaines et méprisantes qui ont été celles des représentants de Macron. D'autant que Macron lui-même, quand il avait été élu en 2007, avait fait une analyse tout à fait correcte de dire que la démocratie ne fonctionnait plus et qu'il fallait cesser avec la verticalité pour essayer d'influer une horizontalité avec la société civile. Il s'était même présenté comme étant candidat de la société civile. On a oublié ça, mais moi je ne l'ai pas oublié. Et on s'est bien rendu compte que c'était un leurre, naturellement, qu'il était le candidat des puissances financières notamment. Et donc il faut aujourd'hui, il y a toute une série de prétextes qui mettent le peuple en état de légitime défense. C'est pour ça que quand j'entends Simone nous dire dans une sorte de propos un peu dépressif qu'on ne peut plus rien faire, je suis désolé de dire que l'on peut encore faire. D'abord, on peut faire naturellement en votant, et là Simone l'a dit, mais on peut faire également en protestant. Je n'appelle pas du tout à des insurrections, encore une fois. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur mon propos, mais simplement, il faut que les Français aujourd'hui comprennent d'abord que ce régime est fragile, parce que ce régime est fragile dans la mesure où il n'a plus l'assise populaire, et donc un régime ne peut pas tenir longtemps quand il n'a plus l'assise populaire. Ça se voit également en Iran d'une manière plus dramatique, etc. Et que ce régime fragile peut tomber si le peuple français le décide. Encore une fois, il est minuit moins une, et c'est le peuple français lui-même, le peuple dans sa collectivité, qui a oui ou non la possibilité de lever le pouce ou de baisser le pouce. Et je pense qu'il pourrait baisser le pouce, c'est-à-dire de dire que ce système a assez duré et qu'il faut en changer, et dans ce cas-là accepter en effet une forme de radicalité, une forme de rupture avec les inconnus que représente naturellement cette radicalité. Yvan Rioufol, comment peut-on leurrer des masses aussi souvent et aussi longtemps? Il y a un chapitre de votre livre qui est de l'utilité du charlatan. Est-ce que le charlatanisme est devenu à un moment donné un système de communication de la classe politique ou une façon de leurrer le peuple? Je pensais, parce que j'ai écouté, c'est en fonction d'un propos tenu par Jean-François Copé, qui représente tout à fait cette élite intellectuelle, un bel esprit, une dialectique impeccable, et qui disait, parlant du Rassemblement national, nous sommes des professionnels de la politique, et eux, ce sont des charlatans. D'abord, la politique, ce n'est pas une profession. La politique, c'est une mission, c'est un mandat. Donc, un homme politique ne devrait pas se dire professionnel, parce que un professionnel, il travaille pour lui-même, et là, un homme politique devrait travailler pour la collectivité. D'ailleurs, il ne reçoit pas un salaire. Mais ça s'est vu, le professionnalisme lucratif en politique. Oui, absolument. Et donc, son argument a été faux de ce point de vue-là. Et en plus, quand il disait du Rassemblement national qu'il était un charlatan,
charlatans. Moi, j'ai un faible pour les charlatans, parce qu'en fait, ce ne sont pas des charlatans, ce sont simplement des individus qui se penchent sur l'âme humaine, si je puis dire, qui se penchent sur la fragilité de l'identité française. On a beau être une identité millénaire, c'est une identité qui, en effet, peut être balayée en l'espace de quelques générations, et Mélenchon le montre, Mélenchon le théorise. Mélenchon théorise effectivement une France qui aura totalement disparu, grand remplacé dans ses brèves essais, dans une ou deux générations. Par la créolisation, par l'islamisation, par l'immigration de masse. Il y a quand même, encore une fois, c'est ahurissant, on a appris que les chiffres de l'immigration en 2025 avaient encore augmenté par rapport à 2024, qui était également énorme. On avait 500 000 personnes qui arrivaient par an, sans compter les clandestins qui sont à peu près 900 000. Donc on voit bien que c'est un pays qui pour l'instant se suicide. On voit que c'est un pays qui est hors de contrôle. Hors de contrôle dans ses finances publiques. Je ne sais pas si on abordera ce détail. Bien sûr, mais ça va ensemble. Mais ça va ensemble. Et hors de contrôle dans sa maîtrise de l'immigration. Il y avait un papier de Nicolas Bavray dans le Figaro de lundi disant que la France se tiers-mondisait. Il parlait de la France qui se tiers-mondisait en analysant simplement ses dérives économiques. Mais la France se tiers-mondise dans ses dérives économiques, c'est une affaire entendue, mais elle se tiers-mondise également dans la manière qu'elle a d'accueillir toujours davantage des populations du tiers-monde. Et là, Bavrez n'en parlait pas. Mais donc, encore une fois, nous vivons un désastre idéologique, un désastre systémique. Et donc, Simone voit bien ce désastre-là. Mais elle illustre en effet une partie de l'opinion qui, par aquabonisme, par... résignation peut-être à un moment donné. Par résignation, en effet. Yvan Rioufol, à se révolter. Nous avons Chantal qui nous appelle de Bastia. Après Simone, c'est Chantal qui nous appelle et qui... Chantal nous appelle de temps en temps. Chantal, vous vous sentez aussi en rupture avec les élites ? Ah ben complètement, mais ça fait longtemps. Vous savez déjà, ça fait plus de 20 ans que je regarde plus... la télé, les infos de la télé et le reste, parce que voilà, plus ça va et plus on nous raconte n'importe quoi. Heureusement qu'il reste encore Sud Radio et beaucoup de médias alternatifs, parce que sinon on ne serait pas du tout informé. Je suis très content d'entendre Monsieur Rioufol, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a été un vrai combattant pendant la période du Covid, et Dieu sait qu'il avait raison. Moi, je voulais dire simplement que ce soit Simone à d'autres, comme disait la Boétie, les tyrans ne le sont que parce que nous sommes à genoux. Donc, à nous de nous lever et à nous de protester. On n'est pas obligé de prendre les fourches, mais à un moment donné, l'arc républicain, il faut que les gens ils arrêtent parce qu'on a les élites que nous méritons. Il a du plomb dans l'aile, l'arc républicain, je vous... Oui, mais ça, il le dit toujours avant les élections, mais vous savez, on va voir pendant les municipales, les coquins, les copains, ils seront toujours là. Donc, de toute façon, c'est des gens qui nous ont emmenés complètement dans le mur, entre l'Union européenne et plus les incompétents ou les très compétents qui sont pour ruiner la France parce que ils sont pas incompétents. Oui, qui savaient plus ce qu'ils faisaient qu'on pense, en fait. Exactement. Donc, je remercie beaucoup Monsieur Rioufol de tout ce qu'il nous apporte. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui connaît bien les médias, qui connaît bien les politiques, et je pense que d'avoir son regard est quelque chose de très important. Et je dis aux Français, bougez-vous les fesses. Là, il y a les agriculteurs qui sont dans la rue. Et ben, à un moment donné, il faut aller avec eux. Les policiers sont dans la rue. C'est pas un hasard. Maintenant, les policiers, s'ils veulent la population avec eux, qui chargent pas les paysans. Voilà. Message reçu, Chantal. Yvan Rioufol, est-ce qu'on peut avoir un sursaut sans qu'il y ait pour autant un guide ? Sans qu'il y ait pour autant... guide, un leader, Je crois qu'il faut... Encore une fois, l'homme providentiel n'existe plus. L'homme d'État n'existe plus. Il nous faut effectivement un homme du tiers-État. C'est-à-dire qu'il faut naturellement... il faut retrouver des élites, bien entendu. Cet être existe ou non ? À votre avis, il existe peut-être ? Je pense qu'il n'existe pas pour l'instant. Je ne le vois pas. Je vois des personnalités intelligentes, mais je vois des personnalités qui ne seront intelligentes que si elles se regroupent. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence est de reconstituer une intelligence collective qui a manqué, et je ne vois pas, peut-être est-ce que je me trompe, ça c'est un point de débat, mais je ne vois pas l'homme providentiel apparaître aujourd'hui, même si je vois naturellement des ambitions de ceux qui se disent le prochain De Gaulle ou le prochain Bonaparte. Je n'y crois pas parce que l'on a déjà vu ça, et aujourd'hui les vastes mois en général s'étiolent assez rapidement. Donc il faut concevoir effectivement une société, un modèle alternatif dans lequel
la présidence devrait être une présidence à tout le moins partagée par ce parti du peuple. J'instaure ce parti du peuple qui doit participer bien davantage que maintenant à travers des référendums, à travers des consultations permanentes. Yvan Rioufol, on va en discuter. Donc appelez-nous au 0826 300 300. Vous voyez, Yvan Rioufol est en train de mettre le doigt justement sur ce qui fait mal et peut-être une ébauche de solution. Et on se retrouve dans quelques instants, tout de suite. Et on prendra Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Je reçois Yvan Rioufol qui décrypte la situation inquiétante dans laquelle se trouve la République et qui a publié La Révolution des oubliés parce qu'il pense qu'à un moment donné ce ras-le-bol va se traduire par un sursaut républicain national et que, à force d'avoir été trompé et induit en erreur par les élites, eh bien la masse du peuple va se rebiffer. Nous sommes en ligne avec Bruno qui nous appelle de Palaiseau. Bruno, vous aussi, les élites, les gens qui nous représentent n'ont pas forcément la légitimité pour continuer à nous représenter ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, les questions que vous posiez au début, est-ce que les médias nous mentent, les politiques nous mentent ? On le sait maintenant, c'est des constats. Bon, on n'a plus à se poser ces questions. De la même façon, est-ce que les élites n'ont pas su nous écouter ? C'est pas qu'ils n'ont pas su, c'est qu'ils ne veulent pas. Bon, et donc à partir de là, on voit aussi qu'il y a plus aucune opposition. Au Parlement, on voit bien, y compris le Front National qui a voté pour le contrôle des réseaux sociaux avec évidemment le prétexte des enfants de moins de 15 ans, etc. On sait très bien que là, il y a un pied dans la porte qui va aller jusqu'au contrôle de la population. Donc tout ça fait que qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que tous ces gens qui ont apporté ces problèmes-là, hein, on sait, comme la phrase le dit, les gens qui ont créé ces problèmes, vont pas les résoudre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il faut tous les virer, hein. Et puis comment on fait ? Voilà, c'est ça le problème. Yvan Rioufol, est-ce qu'on peut faire un grand remplacement, non pas de nos populations, mais de notre élite qui n'est plus légitime, qui n'est plus. C'est le préalable à tout. Encore une fois, nous ne pourrons rien reconstruire de nouveau si nous gardons ce personnel politique actuel. Enfin, on garde la démocratie, Yvan Rioufol, c'est le suffrage universel qui décidera. Prioritairement sur la démocratie. Alors, ce ne peut être qu'une révolution démocratique, entièrement démocratique, une révolution libérale et démocratique. Moi, je me dis libérale, c'est qui est le meilleur des antidotes contre les totalitarismes. Mais il faut que ce soit une démocratie qui ne soit pas une démocratie confisquée comme elle l'est actuellement, une démocratie qui acte une participation de ce parti du peuple dans des processus de décision à travers des référendums, peut-être même des référendums à la Suisse, mais aussi avec une nouvelle architecture du pouvoir politique, me semble-t-il, beaucoup plus horizontale, participative, girondin, provinciale. Certes. Je ne peux rien attendre de Paris aujourd'hui. Mais il faut partir du réel, Yvan Rioufol. Aujourd'hui, le paysage politique de la droite nous propose le Rassemblement National, Marine Le Pen, Jordan Bardella, avec son allié de l'UDR, Éric Ciotti. Chez les Républicains, nous avons deux têtes qui émergent, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Ensuite, une cohorte de droite républicaine toute petite, avec Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Monsieur Asselineau. Est-ce qu'à un moment donné, tel que l'a suggéré Nicolas Sarkozy en sortant de sa cellule, est-ce qu'on peut concevoir, dans un esprit d'union nationale et de sauvetage de la République, une union des droites où chacun trouve sa place ? Moi, le personnel politique me fait honte, très franchement. Ah oui, mais il faut faire avec. Non, oui, bien sûr, mais malgré tout, je le dis, le personnel politique me fait honte, même à droite, alors que ma pente, naturellement, va plutôt du côté de cette droite conservatrice, libérale et sociale, qui, en fait, ce qui me définirait davantage. Donc, il faut cesser urgemment avec ses ambitions personnelles. La dernière fois qu'elle a été au pouvoir, c'était quand pour vous ? La dernière fois qu'elle a été au pouvoir, cette droite... Je crois qu'elle n'a jamais vraiment été au pouvoir, parce que en fait c'était François Fillon qui l'a représenté bien davantage que les autres, et François Fillon a été entravé par une décision judiciaire. Donc et ensuite... on l'avait avec Pompidou peut-être quand même un petit peu, ou... L'époque n'était pas la même. Il y avait pas les. Donc pas Giscard, pas Sarkozy, pas Chirac. Non, ils ont tous participé. Moi, je les mets tous un petit peu dans le même sac, d'avoir saboté au bout du compte cette construction d'un système qui ne correspond plus maintenant aux appétits démocratiques et à la vie des gens. Donc il faut réfléchir en effet. Mais cette réflexion n'a pas été conduite, donc c'est pas à moi seul J'invite à ce que les intellectuels réfléchissent à effectivement une participation institutionnelle
institutionnalisée de ce peuple oublié afin qu'il participe aux grandes décisions. Et puis surtout, j'invite le personnel politique à se regrouper, à faire en sorte de travailler plus collectivement, comme il n'y a pas d'homme providentiel, qu'ils acceptent effectivement de mettre leurs égos de côté et qu'ils acceptent des sortes de tickets, ou je ne sais comment les appeler, de nouveaux consulats, nouveaux directoires, pardon. Yvan Rioufol, nous avons Fabrice qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Je suis en train d'échanger avec Yvan Rioufol sur la solution, la relève. Est-ce qu'une union des droites serait possible? Est-ce que vous pensez qu'il y a une formule pour sortir du marasme dans lequel se trouve ce pays, compte tenu que les élites n'auraient plus la confiance du peuple? Moi, je pense en fait clairement que les élites n'ont plus leur place là où ils sont, puisque ils sont censés nous représenter, et à partir du moment où certains ont des casiers, ils devraient être plus inéligibles à vie, clairement. Et je pense que revenir à une monarchie serait pas une mauvaise chose, dans le sens où on aurait quelqu'un à la tête d'un pays qui aurait une vision sur du long terme, et pas juste de mandat en mandat, histoire de garder sa place. Monarchie constitutionnelle, on est d'accord avec on est d'accord. Yvan Rioufol, est-ce que l'option du souverain peut être envisagée? Elle revient souvent dans la bouche. Il y a une nostalgie effectivement de ce pouvoir vertical. Moi, je n'y crois pas. Ma pente va plutôt vers des pouvoirs horizontaux. Mais encore une fois, ce sont des débats qui tout est légitime, et même effectivement de plaider pour la monarchie. Moi, on y est un petit peu. Vous êtes d'accord? D'abord, on y est. On est dans cette monarchie républicaine qui donne tous ses pouvoirs effectivement à un monarque isolé qui n'en fait maintenant plus qu'à sa tête. Et donc c'est pour ça que moi je propose que l'on revoie la Ve République elle-même. Je pense que c'est cette Ve République, dans cette monarchie institutionnalisée, mais une monarchie qui isole encore davantage la caste, cette oligarchie par rapport au peuple ordinaire. C'est cette construction constitutionnelle qui est à revoir, me semble-t-il, afin d'y mettre encore davantage de parlementarisme, c'est-à-dire d'horizontalité, de participation du peuple à travers ses représentants. Encore une fois, je m'appuie sur la démocratie. Je veux revenir aux fondamentaux de la démocratie. Ou l'autre option, Yvan Rioufol, une vraie régionalisation. On transmet le pouvoir à des régions, c'est qu'on rapproche du niveau citoyen, et au nom des compétences législatives, il y a le régalien, il y a le national. Ce serait l'idéal, mais cette décentralisation, depuis De Gaulle, elle a été pensée, elle n'a jamais été faite. Moi, on reste jacobin, donc on reste très jacobin. Moi, je suis un Girondin libéral provincial, et donc je raisonne en fonction de ces a priori, si je puis dire, mais je ne me donne pas en exemple pour autant, mais je dis simplement qu'il faut faire un travail intellectuel, comme la gauche a fait l'extrême gauche, le LFI a fait un travail intellectuel pour penser la nouvelle société. Il faut que la droite fasse ce travail intellectuel, la droite et la droite souverainiste fassent ce travail intellectuel et sortent de sa paresse, parce que sinon nous allons mourir. J'ai un blog qui s'appelle Liberté d'expression, dans lequel j'ai mis comme exergue une phrase de Thucydide, le grand historien grec, qui est citoyen. Il faut choisir, se reposer ou rester libre. Je pourrais dire la même chose aux Français. Il reprend le discours aux morts de Périclès, c'est ça, c'est à ce moment-là. Absolument, dans le discours de Périclès. Et donc, je pourrais dire la même chose aux Français. Français, il faut choisir, se reposer, ce qui est un peu la pente maintenant que l'on entend même auprès de ces Français maltraités, de ces Français oubliés, ou rester libre. Et rester libre, ça veut dire, en l'occurrence, ne pas être soumis demain à un nouveau totalitarisme, parce que ce qui arrive aujourd'hui, ce qui risque d'advenir aujourd'hui, c'est ce nouveau totalitarisme venu des sables d'Orient, qui est le totalitarisme islamique, qui imposerait l'islam des interdits. Parce que c'est aussi ceci, la menace, à travers, effectivement, l'endormissement général, c'est que nous sommes dans une menace permanente de guerre civile. J'avais écrit un livre, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait « La guerre civile qui vient ». Cette guerre civile, à bas bruit, se voit maintenant très régulièrement dans les attaques qui sont concertées contre les forces de l'ordre, et qui viennent d'une contre-société qui refuse maintenant de s'assimiler, et qui s'oppose même à l'identité de la France. Il faut bien voir maintenant que cette fracture est consommée, que nous ne vivons plus face à face, nous vivons plus côte à côte, mais face à face. Et il faut, si l'on veut effectivement éviter d'arriver au drame que serait une nouvelle guerre civile, il faut effectivement montrer que nous ne sommes pas vulnérables. Et rien n'est plus facile qu'une proie vulnérable et blessée. Faut-il remplacer nos élites? La réponse est dans le livre d'Yvan Rioufol, La révolution des oubliés, chez Fayard. Merci Yvan Rioufol. 10 €. 10 €, hein, voilà, à lecture. C'est une nouvelle collection. Ça se lit rapidement, facilement, et vous sortirez, j'allais dire,
plus lucide de l'état dans lequel vous êtes qu'au moment. Enfin voilà, moi je l'ai lu, c'est ce que je vous suggère. Merci, je vous donne rendez-vous à demain. Là, je vous confie aux douceurs de Brigitte Lahaye. Et puis, on retrouvera Yvan Rioufol parce que je pense que l'actualité fera que j'aurai besoin de vous reconsulter. Avec grand plaisir. Pour éclairer nos consciences. Merci, Yvan Rioufol. À demain, chers auditrices et chers auditeurs sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.